Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, 19e et ultime épisode de nos previews. Pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre? Pour ce dernier épisode, honneur aux champions en titre, les Denver Nuggets. Pour ce faire, le MVP du run de Dunk Hebdo, du marathon, j'ai avec moi Constant. Comment ça va, Constant? Tu m'as dit une petite confidence. Tu m'as dit que c'était encore plus dur que pour Boston, selon toi, de trouver des fois cette équipe de Denver. Ouais, ouais, pour moi c'est beaucoup plus difficile. Déjà, bonjour à tous. MVP du run, non, rien du tout. C'est toi le MVP. Attends, pas sur les 19 épisodes, t'as dû être là 14, 15, peut-être. Donc non, c'est toi le MVP du run. Mais effectivement, sur cette question de trouver trois faiblesses, bah déjà, on aura potentiellement l'air con, toi et moi, Ben, parce que ça se trouve, bah, c'est eux C'est vrai. qui seront champions à la fin. Donc sur les 19 épisodes, faut qu'il y en ait un où t'es faux. Bah, c'est peut-être celui-là. Mais oui, effectivement. Pour moi, Boston avait des défauts beaucoup plus identifiables dont vous avez parlé que ces Nuggets. Alors, petite précision obligatoire, parce que là, je pense que la moitié de l'audimat se dit, mais 19, vous aviez promis 20. Alors, pour être complètement transparent avec vous, les plus observateurs auront remarqué qu'il n'y a pas eu d'épisode Dallas pour l'instant. Notre attaché à Dallas, c'est Adrien. Et Adrien, on lui fait de gros saluts et on lui donne beaucoup de force parce qu'Adrien est en vacances, mais Adrien est malade actuellement. Le pauvre et ne peut pas parler. Hein, il est complètement atteint de mutisme. Donc pour Adrien, qui avait passé beaucoup de temps à travailler sur Dallas et qui avait plein de choses intéressantes à dire, personnellement, j'ai pris la décision unilatérale de dire qu'on sort rien sur Dallas pour l'instant. Donc le marathon s'arrête à 19. Peut-être qu'il y aura un épisode sur Dallas, peut-être pas. On verra, mais en tout cas, je préférais que ce soit Adrien parce que je sais, petite note, que Adrien a beaucoup de choses intéressantes à dire la plupart du temps, mais qu'il a tendance à s'auto-censurer pour assurer son rôle de présentateur, comme il est souvent à la présentation. Donc, je voulais vraiment qu'il ait la possibilité, pour une fois, de s'exprimer, sachant qu'en plus, cerise sur le gâteau, il a fait le premier en tant qu'analyste avec moi sur les Bulls et le premier était un petit peu en vitesse accélérée. Donc il n'a pas eu le temps d'avoir vraiment le temps de s'exprimer sur une équipe. Donc pour laisser cette chance-là à Adrien, on se laisse les Mavs de côté. À l'heure actuelle, je vous promets rien. Je sais pas si ça sortira, je sais pas si ça sortira pas. Ce qui est sûr, c'est que ça sortira pas dans les 3-4 jours qui viennent, minimum. Donc on verra. En tout cas, aujourd'hui, l'explication est terminée. On va se concentrer sur Denver. Avant ça, si vous nous découvrez ou si vous nous avez suivis durant ce marathon, on vous invite à nous suivre sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et également sur Twitter. Merci beaucoup pour les commentaires YouTube. Je vous avoue que là, c'est un peu la course, donc j'essaierai de répondre même 10 jours après à tous, un par un. Je me ferai cette mission-là peut-être la semaine prochaine quand on aura les horribles play-in à l'Est. Allons-y, Constant, parlons de la saison des Denver Nuggets. C'est le début de la trame à chaque fois, le résumé de la saison 2023-2024. Et là, on part sur une saison 2023-2024 qui démarre bien, hein, parce qu'on est sur le champion en titre. Donc, en théorie, eux, ils étaient plutôt heureux en juin dernier. Ouais, bah, de toute façon, je vais pas faire 5 minutes comme j'ai fait pour OKC. D'ailleurs, je vous regarde droit dans la caméra. Je vous ai compris, tel le général. J'ai un peu déconné sur l'épisode OKC. Je tâcherai d'être un peu plus cadré et de faire un peu plus court. Cela étant dit, la saison des Nuggets, si on fait rapidement un retour dessus, bah, c'est pas une saison où il s'est passé énormément de choses. C'est-à-dire que si on revient sur l'intersaison, bah, comme ils étaient champions en titre, ils ont conservé un petit peu le même corps, hormis le départ de Bruce Brown, où finalement le départ de Bruce Brown avait été annoncé assez tôt par le front office des Nuggets où ils avaient très vite donné confiance à Peyton Watson et à Christian Brown. Donc après la saison, bah en fait les Nuggets, si je devais résumer leur saison, je dirais que ça n'a jamais été l'équipe qui a été la plus médiatisée, mais elle a toujours su garder son niveau. C'est-à-dire que début de saison, octobre-novembre, on parlait beaucoup de Minnesota. Décembre, on parlait un petit peu d'OKC. Janvier-février, c'était que pour les Clippers. Il y a que là, post-All-Star Break, où ils ont mis un petit coup d'accélérateur, on a parlé d'eux, mais sinon, ils n'ont jamais été vraiment l'équipe la plus surmédiatisée, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Si on regarde finalement, ils étaient deuxième à Noël, ils avaient une top 10 attaque, une top 10 défense. Le seul moment où ils ont un peu galéré, c'est entre Noël la fin de break, où ils ont que le 9e bilan avec quelques défaites un peu sales, une défaite à New York de 38 points, qui est la plus grosse défaite de Jokic de toute sa carrière en saison régulière, avec une défaite à Milwaukee où il s'était bien fait éclater par Giannis, et quelques défaites à Sacramento.
Mais voilà, où l'attaque avait un peu plombé. 15e attaque, 16e défense, et puis après, retour de break. C'est le grand déroulage, on va dire, parce que c'est le meilleur bilan de NBA. 20 victoires pour 5 défaites, mieux que Boston, mieux que Dallas. Top 5 attaque, top 5 défense. Donc, non, pas grand-chose à dire sur cette équipe de Denver en soi. C'est dans la lignée de ce qu'ils avaient fait l'an dernier. Hormis Jamal Murray qui a loupé 25 matchs, tous les autres joueurs de la rotation, vraiment inscrits dans la rotation, ont joué plus de 70 matchs du côté de Denver. Voilà, c'est une équipe qui était peut-être même meilleure que ce qu'elle a pu être l'an dernier quand elle était premier, portée par un Nikola Jokic toujours exceptionnel. D'ailleurs, c'est le moment de faire une petite trivia, Ben, pour un petit peu d'interactivité, justement, pour éviter que je fasse des monologues trop longs. Sais-tu combien de fois Nikola Jokic, qui sera probablement MVP à la fin de la saison, a été élu joueur de la semaine dans la conférence Ouest? Cette saison? Ouais, Mais attends, j'ai l'impression pas tant que ça. 7? 7 fois. Ouais. Ah, ah. Une fois, la première semaine de régulière. Jokic a été élu une fois joueur de la semaine à l'Ouest. C'est vraiment l'illustration que je panique quand il y a des quiz parce que j'ai pas l'impression qu'il y a été tant de fois et que j'ai dit 7. Tu vois, la logique du mec, ça n'a aucun sens. Bref, allons-y. Il a été élu une fois joueur de la semaine la première semaine de régulière. Il a autant de joueurs de la semaine que Ja Morant qui a joué 10 matchs. Ça, c'est la petite stat que j'ai trouvée. Par exemple, Luka Doncic en a 5, joueur de la semaine, pour parler un petit peu des MVP. Non, mais voilà, au niveau de la saison de Denver, pas grand-chose à dire. L'intégration de Peyton Watson, l'intégration de Christian Brown, qui ont pris des rôles un peu plus importants avec le départ de Bruce Brown. Sinon, non, c'est une équipe qui a mis un coup d'accélérateur sur la fin de saison, qui a réussi à remporter les matchs où elle était un peu attendue. Tu vois, le premier match face aux Lakers pour la remise des bagues, où il y avait une petite envie du côté des Lakers de gâcher un petit peu la fête. Le match à Los Angeles, où ils battent encore une fois les Lakers pour le dévoilement de la statue de Kobe. Les deux matchs face à Boston, qui étaient un petit peu vendus comme des previews des finales NBA, que Denver a remporté dans les deux cas assez sereinement, on va dire. Donc, non, c'est une équipe qui a suivi son cours en saison régulière et qui arrive fin prêt pour les playoffs. Que rajouter après tout ça, Constant? Je suis plutôt d'accord. Ah, j'en suis même rouge. J'en ai des sueurs. Les quiz, c'est vraiment ma hantise. Bref. Que dire par rapport on va en parler dans leur première faiblesse, parce qu'on va quand même essayer de mettre en avant des faiblesses. Moi, ce que je trouve fascinant, j'ai pas eu le temps d'aller vraiment creuser cette stat, mais c'est le 5 d'après leurs 5 majeurs, d'après Cleaning de Glace, c'est le 5 qui a joué le plus de possessions. Je serais quand même très curieux de voir dans l'histoire de la NBA à quel moment le 5 d'un champion, la saison d'après, a joué le plus de possessions. Je pense que ça doit être un fait qui doit être en soi rarissime. Et si on monte à un peu plus loin, on verra que c'est même globalement le 5 sur les années, on va dire, post-Covid qui va probablement peut-être jouer le plus. Donc ça, c'est ça. Je sais, j'empiète un peu sur la partie prochaine, mais moi, c'est ça qui m'a marqué Denver, c'est que d'habitude, on dit toujours, et c'est peut-être un stéréotype, que les années post-titre sont un peu difficiles. Peut-être c'est parce que c'est des équipes un peu plus vieilles en général qui gagnent, je ne sais pas. Mais là, j'ai l'impression que on est plus ou moins avec la perte de Bruce Brown, on est il y a un an avant, on est dans la même situation que cette année en gros. C'est-à-dire qu'ils vont être plus ou moins dans les premières places à l'Ouest. Et il y a cette sensation de force tranquille qui est imparable. Vraiment, tu parlais des matchs importants, le match contre Boston ou certains matchs assez, notamment sur la deuxième partie de la saison, parce qu'ils ont quand même eu un calendrier un peu plus difficile sur la première que sur la seconde. Bah, ou alors le dernier face il y a à une Minnesota, abstention typiquement. aussi, ouais, le dernier face, excellent exemple. Je sais pas, il y a une sensation de force qui se dégage de cette équipe, c'est assez, c'est imparable, c'est inévitable. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Constant, ou est-ce qu'on se ridiculise maintenant? Est-ce que c'est l'épisode qu'on va aller regarder? Vas-y. Passons pour des imbéciles maintenant, parce que de toute façon, on peut citer les faiblesses, mais bon. De toute façon, moi j'avais dit qu'ils étaient moins contenders que Cleveland l'an dernier, donc je pourrais pas être plus ridicule cette année que je l'ai été l'an dernier. Donc à partir de là, moi ça me va. Je suis en train de prendre conscience que je suis quand même, moi je suis mort, parce que je suis dans l'épisode Boston, je suis dans l'épisode Nuggets, même les contenders un peu plus lointains, je suis dans l'épisode Sun, je suis dans l'épisode Clippers, je suis dans l'épisode Bucks, je suis mort moi. Moi, quoi qu'il se passe, je suis mort. Bref. Alors, commençons par la première faiblesse. C'est une faiblesse dont on parle depuis
longtemps, celle-ci, à chaque run de playoff et même globalement de la saison régulière des Nuggets, elle est souvent mise en avant, ce sont les minutes sans Jokic. Vas-y, Constant. Oui, bah, les minutes sans Jokic, c'est un petit peu le running gag, mais c'est comme Boston et l'absence de tir près du cercle. C'est des défauts qui sont tellement évidents que parfois on a tendance à les oublier, mais qui ont quand même leur importance parce que, encore une fois, cette année, bah, si vous prenez le net rating des Nuggets lorsque Nikola Jokic est sur le parquet, 11,64. Si vous prenez le net rating lorsque Nikola Jokic n'est pas sur le parquet, moins 10,22. Donc on est quasiment sur un inversement des valeurs. Et alors là, pour le coup, si vous prenez, je suis allé chercher le rating de tous les autres joueurs, on va dire, d'équipes potentiellement contender. Si vous prenez OKC, quand Shea n'est pas sur le parquet, le net rating du Thunder est à plus 0,57. Quand vous prenez les Wolves, le net rating lorsque Anthony Edwards n'est pas sur le parquet est plus 4,66. Ça, hein, n'oubliez pas sur le côté valuable d'Anthony Edwards. Luka Doncic, quand il n'est pas sur le parquet, moins 0,15. Là, on commence à arriver sur des joueurs où c'est un peu plus impactant leur absence sur le parquet. Kawhi Leonard, moins 4,46. Mais c'est toujours, allez, 60% de moins que les net ratings quand Jokic n'est pas là. Jason Tatum aussi, pour le côté valuable. 9,23 de net rating pour Boston quand il n'est pas sur le parquet. Giannis, moins 3,89. Là, on se dit, ah, c'est plus intéressant. Et j'ai pris, non, c'est tout ce que j'ai pris d'ailleurs. Et j'ai pas pris les Suns. Non, mais donc le net rating de Denver lorsque Jokic n'est pas sur le parquet est un problème parce que c'est un problème dont les Nuggets sont bien conscients. C'est un problème où tu as un effectif tellement optimisé autour de Nikola Jokic qu'à partir du moment où tu enlèves Nikola Jokic, bah, les profils autour ne font plus sens. Et c'est un point qu'il faut mettre en lien avec les playoffs de l'an dernier parce que juste dire les minutes sans Jokic en soi, c'est un truc qui existe depuis 2019, donc c'est pas très intéressant. Mais tu en avais parlé, Ben, quand on avait fait le live sur après les finales, après le titre de Denver, où Denver, l'an dernier, pendant les playoffs, n'a pas coulé. C'est-à-dire que vous prenez le rating quand Nikola Jokic et Jamal Murray sont sur le parquet sur les playoffs l'an dernier, bah 11,89, donc c'est dans les standards de saison régulière. Par contre, si vous prenez le rating lorsque Jamal Murray est sur le parquet et lorsque Jokic n'est pas sur le parquet, 2,90. Et justement, c'était même l'opposé. Les minutes où Jokic était sur le parquet et où Murray n'était pas sur le parquet, il y avait moins 6 de net rating. Donc, Jamal Murray gérait mieux les minutes sans Jokic que Jokic gérait les minutes sans Jamal Murray. Et je pense que c'est un truc qui a donné un petit peu ce sentiment de supériorité qu'ont pu avoir les Nuggets l'an dernier sur le reste des adversaires qu'ils ont affrontés en playoff, c'est que un des points faibles s'est transformé en point fort sur les playoffs. Est-ce que ça va se produire cette saison avec des effectifs qui sont de meilleure qualité et globalement, peu importe l'équipe qu'ils affronteront, que ce soit au premier tour, en demi ou en finale de conf, je pense que l'équipe qu'ils affronteront en 2024 sera meilleure que l'équipe qu'ils ont affrontée en 2023 en termes de niveau de jeu. Donc, à voir si cette capacité à ne pas sombrer sur les minutes sans Jokic peut tenir encore une fois cette année. Bah, moi, c'est vraiment plus que ça, et je suis complètement d'accord, je souscris à ce que tu as dit, c'est le fait que sur les playoffs de l'année dernière, leur 5 avec Jeff Green pivot, qui joue pas de l'année, hein. C'est un 5 qui joue pas de l'année, il le sort avec Malone, et c'est un 5 viable, comme tu as dit. Ça, c'est quelque chose, je suis désolé, enfin, je cherchais, j'ai retrouvé la stat, c'est 48 minutes. C'est un 48 possessions, c'est même pas minutes. C'est un 5 qui avait joué 48 possessions pendant la saison régulière, qui en joue 170 pendant les playoffs et qui coule pas contre des équipes. En plus, on peut se dire qu'ils sont globalement meilleurs que les équipes qu'ils ont joué sur les bouts de possession de saison régulière. Donc ça, je suis complètement d'accord avec toi, Constant. D'ailleurs, tous les analystes le disent plus ou moins. Si tu veux avoir un espoir de battre Denver, tu dois atomiser Denver sur les minutes sans Jokic. Ce qui, pour moi, est quelque chose que, comme tu l'as dit, n'ont pas su faire les autres équipes la saison dernière, et reste quelque chose qui est vraiment faisable. Parce que l'équilibre offensif sur lequel se sont basés les Nuggets l'année dernière pour survivre sans Jokic, c'est-à-dire beaucoup de shot-making de Jamal Murray, voilà, avec les conséquences, comme conséquence, le débat dans le DH20. Oui, Jamal Murray fait toujours de bons playoffs, globalement, il a cette réputation-là, et les chiffres plus ou moins le prouvent, mais c'est quand même assez précaire comme équilibre. On a en droit de s'inquiéter des minutes sans Jokic, surtout avec de meilleurs adversaires, comme tu l'as dit. Oui, et puis il y a aussi ce point-là. Jamal Murray, on en parlera un peu plus tard, mais parce que lui aussi a son lot d'importance. Mais c'est sûr que
ils ont quand même réussi à rendre Jeff Green à 36 ans un joueur positif sur des finales NBA. Et ça, pour le coup, non mais ça, c'est un point qui est embêtant parce que non seulement ils ont réussi cet exploit-là, mais ce qui est encore plus embêtant, c'est que cette saison, ils ont plus ce profil-là. Tu vois, ça peut peut-être amener directement à la deuxième faiblesse euh, de ces Nuggets, c'est que pour Allons-y. moi, ils ont la théorie du... En fait, faut que tous les joueurs de rotation cliquent. Parce que, ok, ils ont un 5 majeur de très grande qualité, avec le Michael Porter Jr., le KCP, le Aaron Gordon, le Murray et le Jokic. Mais l'an dernier, ils avaient quand même un joueur comme Bruce Brown, qui est un joueur qui, sur un match de finale, je ne parle pas sur un match de premier tour, sur le match 4 des finales, quand Jamal Murray, c'est l'un de ces rares matchs où il passe à travers sur les playoffs, et quand Jokic est, allez, pour Jokic, coup-ci, coup-ça, eh ben, Bruce Brown, il met 21 points à 8 sur 11. Il y a des séquences où, face aux Suns notamment, il y a des soirs où Michael Porter Jr. met pas dedans et c'est Bruce Brown qui vient close out. Enfin, qui vient close out avec les 4 autres titulaires. Ça, c'est un profil qui non plus, c'est aussi le contre-coup d'avoir 3 joueurs au max et de ne pas avoir une payroll infinie, contrairement aux Clippers, par exemple. Mais je trouve qu'en fait, quand on analyse le banc de ces Nuggets, ils ont, en fait, les 3 joueurs de rotation en dehors du 5 majeur que Mike Malone va mettre en playoff, c'est Christian Brown, Peyton Watson et Reggie Jackson. Reggie Jackson qui va quand même se retrouver avec des minutes en playoff, alors que la saison de Reggie Jackson, en termes de haut et de bas, il y a beaucoup de bas et il y a assez peu de haut, on va dire. Mais il est très utilisé. Donc, moi, je me pose la question, je me dis, si on essaye de penser un petit peu en tant que match-up, parce que finalement, quand on arrive sur des équipes comme Boston, si on arrive sur des Mhm. équipes comme Denver, on se projette au niveau des match-ups. Je me dis, en fait, quasiment toutes les équipes de la conférence Ouest possèdent allez, un sixième, septième, un huitième joueur de rotation meilleur que ces joueurs de Denver. Tu regardes ce que peuvent avoir les Clippers, tu regardes ce que peuvent avoir les Mavs, tu regardes ce que peut avoir OKC. Alors oui, c'est pas forcément les joueurs les plus clinquants, même les Wolves avec Naz Reid, avec Nickel Alexander Walker, c'est des profils qui sont Mhm. peut-être supérieur à ce qu'est capable de proposer Denver. Alors oui, les profils de Christian Brown, les profils de Peyton Watson ou de Reggie Jackson, ils seront utilisés avec Jokic. Donc forcément, ils auront toujours un rendement positif. Mais je me demande quand même à quel point ces 3 joueurs-là, qui en plus n'apportent pas vraiment de menace au scoring, à quel point Denver, si jamais ces 3-là passent au travers, va devoir se reposer encore plus sur les qualités de leur starting five. Et ça, c'est un truc que tu n'avais pas l'an dernier parce que justement, les minutes sans Jokic étaient positives. Et cette saison, tu as perdu Bruce Brown. Et en plus, tu n'es pas sûr d'avoir le même scénario qui se répète. Que dire? Bah, c'est un truc que je répète sur Denver depuis la saison dernière, cette saison. Moi, je sais que c'est l'argument paraît un peu bête à entendre, mais c'est l'équipe qui est la plus, parmi les contenders, la plus dépendante de son cinquième meilleur joueur, en fait. Et c'est une position, c'est le fait, et ça, c'est la conséquence d'une équipe qui est construite au fit. Ça, c'est un truc, je sais que c'est un débat théorique que j'ai avec Tom depuis des années, où en fait, les équipes construites au fit, pas vraiment contre Tom, avec Tom plutôt, parce que je pense qu'on est plutôt d'accord. Les équipes construites au fit, c'est magnifique, et c'est l'espèce d'idéal de tous les joueurs NBA, mais les équipes construites au fit, c'est des équipes qui ne peuvent pas supporter le caillou dans la chaussure. C'est-à-dire qu'ils ont un caillou dans la chaussure, il n'y a pas de les fameux overlap, donc les doublements de compétences, il n'y en a pas à Denver. Chaque joueur a son rôle très précis, et s'il y a un joueur qui saute de la rotation, alors bien évidemment, j'exclus les 3 ou 4 meilleurs parce que ça serait une catastrophe pour n'importe qui, mais tu perds, je sais pas, tu perds même Peyton Watson, ça commence à devenir très 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 compliqué pour cette équipe-là, alors qu'en Mmh. réalité, c'est un de tes joueurs de fin de rotation. Puis se pose aussi la question, Constant, pour lier les 2 premiers points, comme je suis assez d'accord avec toi, pas de DD Jordan en playoff, enfin bref, etc. Bah, Non. encore une fois, tu vas entamer les playoffs avec un 5 remplaçant qui aura pas le 5 sans Jokic, c'est un 5 qui aura pratiquement pas joué de l'année. Tu as réussi à trouver un Jeff Green qui avait beaucoup d'expérience en playoff. Bon, c'est un joueur que j'ai jamais trop porté dans mon cœur, mais qui a réussi à faire un run improbable. Est-ce que ta solution, c'est de faire un 5 avec Peyton Watson? C'est de mettre Aaron Gordon en 5 et d'intégrer Christian Brown? Enfin, où est ta solution du côté de McMahon? Moi, c'est un truc que je comprends toujours pas qu'après, en 2 saisons régulières de suite, il n'ait pas tenté le 5 remplaçant qui doit jouer en playoff sans Jokic, qu'il ne l'essaye même pas sur des minutes de saison régulière. Enfin, moi, je comprends pas, perso. Non, mais après, c'est cette problématique. Mais on a vu aussi que
je sais pas, peut-être, mais c'est pas le profil physique, mais est-ce qu'il va tenter du Zik Nagy, par exemple, sur les premiers tours, on va dire? On a vu que Michael Malone, il n'était pas, comment dire, il n'était pas non plus, pas friand, mais l'inverse, justement. Il n'était pas récalcitrant à l'idée de mettre certains joueurs dans la rotation. Il me semble que Dédé Jordan, il joue en finale NBA l'an dernier face au Heat. Alors, c'est peut-être des courtes séquences, mais Hmm. il va l'utiliser. Donc, est-ce qu'il va peut-être sortir de sa rotation à 8, que moi j'imagine, où il va lancer, je sais pas, du Justin Holiday, du Zik Nagy, du Julius Randle pour essayer de sortir un petit peu, d'ouvrir un petit peu le banc, peut-être. Mais effectivement, on a vu que sur les rares matchs où Jokic était absent, le pivot titulaire, c'était DeAndre Jordan de temps en temps, mais c'était souvent Aaron Gordon, et Aaron Gordon qui se retrouvait avec beaucoup de responsabilités balle en main en plus de ça, parce que pas forcément sa qualité première. Donc, ouais, il y a cette problématique du pivot backup, mais encore une fois, c'est une question que tu peux te poser. Enfin, c'est un choix enfin, c'est une théorie de riche, entre guillemets, c'est des choix de riche, de dire quel Ouais. est ton pivot backup, parce qu'en fait, tu vas avoir 40 minutes de Nikola Jokic sur toute ta campagne de playoff. Donc, c'est un choix qu'ils ont, et je suis d'accord avec toi sur ce fait qu'ils ont besoin du rendement du quatrième et du cinquième meilleur joueur, dans le sens où, prenons l'exemple de Boston, dont on parlait en off. Boston, leur banc est pas non plus exceptionnel. Ça va être alors Ford, Hmm. Peyton Pritchard, Sam Hauser. Je trouve que si on prend le 5 majeur de Boston, il y a quand même beaucoup plus de joueurs qui sont capables d'impacter le jeu via du scoring individuel, que ce soit les Derrick White, les Jrue Holiday sur certaines séquences, même les Jaylen Brown ou du post-up de Porzingis, etc., que le 5 majeur de Denver, où, hormis Jamal Murray, tu vas avoir Michael Porter qui va driver un petit peu ce qu'il fait un peu sur la seconde partie de saison. Tu vas avoir un petit peu de Aaron Gordon, et puis KCP, c'est pas un joueur qui porte la balle. Donc, et c'est en ça, pour moi, que l'absence de Bruce Brown, qui pouvait faire un petit peu qui pouvait être un porteur de balle secondaire sur les minutes sans Jokic à côté de Jamal Murray, c'est peut-être un point qui va leur manquer durant ce run de post-season. Je suis d'accord avec toi. Si tu devais comparer le gâteau Nuggets et le gâteau Celtics, la manière de répartir les parts, hein, de la part de Jokic, elle n'existe pas dans le gâteau Celtics, vraiment en termes d'importance offensive, et je suis d'accord. Et ça se ressent dans vraiment la manière dont cette équipe joue, notamment. Je sais qu'on utilise, je t'en parle en off, hein, je sais, c'est pas, tu tombes pas dans ce travers-là, mais on utilise beaucoup les on-off avec Jokic qui est un joueur extraordinaire, mais aujourd'hui, bon, ce que vous Hmm. voulez, mais en fait, les on-off, c'est la théorie. Tiens, c'est une théorie Thunder, ça. C'est la théorie Edmond Sumner avec Russell Westbrook, en fait. C'est-à-dire que si ton backup, il est complètement à la rue, bah, en fait, ton Ah, on-off est... c'était Semaj Christon, le Oh! on-off de C'est Mash Westbrook. Christon. Je me Edmund confonds Summer, avec c'est mes honnête. anciens. Oh là là, je confonds les vieux meneurs de. Ils sortent pas de la même. Non, ils sortent même pas de la même fac. Oh là là, j'ai raté mon effet. Beige. L'effet Simash Crimson. Merci Constant d'avoir corrigé. En gros, si ton backup est pas bon, bah en fait, ça t'aide beaucoup. Et moi, il y a toujours cette inquiétude. Je comprends pas pourquoi il me. Alors, c'est une théorie de riche. Je suis d'accord. On est d'accord là-dessus. Constant, c'est juste que genre, je sais toujours pas quel est leur 5 backup de solutions dans une série contre Boston en fait. Et ça, c'est un Ah, petit peu je suis embêtant. d'accord. Dernier point. Les 3 points. On a beaucoup parlé, notamment après les finales la saison dernière, du fait que c'est une équipe qui a réussi à survivre sur certains matchs de finale, notamment avec une production à 3 points minimale. Et Mhm. ça pourrait être une faiblesse. Là, on est au stade constant où on rame un peu. C'est là où on rame pour trouver une faiblesse, c'est ça. C'est une demi-faiblesse, c'est-à-dire que au début, quand j'y ai pensé, je me suis dit c'est une faiblesse, et puis après, je suis allé gratter, et je suis allé farfouiller, et je me suis dit, mais en fait, c'est pas tant une faiblesse que ça. C'est une faiblesse de match-up, encore une fois, que plus une faiblesse globale, parce que Denver, c'est l'équipe qui prend le moins de 3 points de toute la NBA au niveau des fréquences. Ils mettent 11 3 points par match. Bon, tu te dis, bon, bah voilà, c'est une équipe qui va pas tenter beaucoup de 3 points, donc elle a moins de soirées, un petit peu, enfin, elle a moins de variance, parce que tu as moins la variance du 3 points, donc tu as un espèce de niveau plancher en attaque qui dépend beaucoup moins de ta réussite à 3 points, où tu trouves d'autres solutions, notamment avec Jokic, avec des situations de post-up, des situations de cote. Donc, si tu regardes la défense des Nuggets, la défense des Nuggets, c'est la deuxième défense qui autorise le moins de 3 points de toute la NBA. Et la première, c'est la défense gruyère d'Indiana, sachant que Indiana, c'est l'équipe qui concède le plus de tirs près du cercle. Donc du coup, tu comprends pourquoi les équipes tentent le moins de 3 points, c'est que globalement, l'accès au cercle du côté des Pacers est relativement ouvert.
En fait, c'est ce truc, c'est vraiment cette défense de Denver qui, selon moi, et je sais que t'es pas forcément d'accord avec ça, mais qui est un peu sous-estimé dans le sens où oui, t'as des schémas qui sont optimisés pour un petit peu cacher Nikola Jokic. Potentiellement, sur des match-ups de playoff, tu pourrais un petit peu plus l'impliquer. Mais je trouve que ce que sont capables de faire, voilà, des Peyton Watson, des Christian Brown, des KCP qui font encore une saison exceptionnelle défensivement, même des Aaron Gordon, c'est pas tant rester devant le vis-à-vis que d'influencer les zones et de faire changer les zones où tu prends tes tirs des attaques adverses. Dans le sens où Denver, c'est une équipe qui fait prendre énormément de longues mid aux équipes adverses. Ils sont 24e en fréquence, c'est-à-dire que c'est la sixième équipe où les adversaires prennent le plus de longues mid, qui est le tir le moins rémunérateur. Donc, cette absence au niveau du 3 points, elle a plusieurs effets. Premier effet, c'est, je pense, en termes de match-up face à Boston, par exemple. Boston, qui est l'équipe qu'on prend le plus, voilà, quasiment un tir sur deux de Boston est un tir à 3 points. Je me dis, ils vont pas réussir à forcer Boston à avoir ces schémas défensifs où tu vas être sur du long mid. Ils vont essayer de forcer. Enfin, Boston va rester dans ce schéma de jeu. Alors, Boston a d'autres difficultés, notamment la capacité à accéder près du cercle. Voilà, on sait que c'est pas l'une de leurs qualités, mais à quel point Boston, qui a quand même eu des soirées où ils étaient capables d'exploser au niveau de leur adresse à 3 points, à quel point Boston est capable sur certains matchs, voire un ou deux matchs, d'avoir une espèce d'explosion d'adresse à 3 points et du coup de faire basculer le match et d'avoir cette espèce de problème mathématique où Denver va se retrouver avec des points à rattraper parce qu'ils n'auront pas la fréquence, ils n'auront pas la quantité de Boston. Et un autre point, une autre question que je me pose au niveau de ces 3 points, c'est que c'est une équipe qui n'entend pas beaucoup et je me demande à quel point sur des soirées justement où déjà qu'ils n'entendent pas énormément, où ces tirs ne rentrent pas, à quel point les situations qu'on voit tout le temps, les Aaron Gordon dans le dunker spot, les cuts de Peyton Watson ou de Christian Brown, à quel point ces séquences-là et ces types de possessions-là vont être beaucoup mieux défendus, quitte à laisser potentiellement des KCP ou des Jamal Murray ou des Michael Porter Jr. ouverts. Alors je sais que c'est pas forcément une très bonne tactique de laisser ce genre de joueurs ouverts, mais sur une soirée potentiellement où tu peux avoir des manques d'adresse, ce qui a été le cas en playoff l'an dernier, peut-être que ça peut réussir. Et puis même sur pas tellement l'aspect spacing qu'on sent, mais l'aspect comptable, il faut pas oublier que le run à 3 points de Nikola Jokic est fou. Gordon fait un bon run à 3 points aussi. Jamal Murray, on pourra me rétorquer qu'il est sur ses standards de playoff plus ou moins, mais plutôt bon. Le seul qui fait pas un bon run à 3 points l'année dernière, c'est peut-être Michael Porter Jr. qui a des grosses pannes à certains moments. Oui, il a des pannes, mais ça aussi plus que, en fait, du point de vue arithmétique, faut les mettre aussi pour coller au score. Et je te rejoins. Moi, c'est, on en parlait en off. En gros, on a plus ou moins fait déjà le podcast en off, pour être complètement honnête. C'est dans la perspective d'une finale contre Boston, ce qu'on se projette, parce que c'est théoriquement la finale pour l'instant la plus probable, on ne l'annonce pas. Bah ça, tu vois, couplé à un run où t'as pas Jokic par exemple, avec Boston qui peut enquiller des 3 points, c'est cette capacité de réponse des Nuggets qui peut poser question. Alors oui, du coup Boston, il y a plein d'autres problèmes, c'est pas une preview en avance, mais voilà, si tu t'affrontes une équipe qui est capable d'enchaîner plusieurs salves à 3 points, quelle sera la capacité des Nuggets à répondre sans s'enfermer dans Jamal Murray pull-up à 10 mètres et en réussit 4 de suite, en fait. Quelle est l'autre réponse qu'ils ont à offrir? Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, ils peuvent paraître assez faibles, même si de l'autre côté, on va enchaîner bientôt sur le motif d'espoir, ils ont beaucoup d'autres. C'est une équipe qui a un très 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 haut plancher offensif, on est d'accord, mais c'est peut-être sur les coups de chaud martiens, bah, ils ont peut-être ce petit truc qui peut être inquiétant à la marge, tout simplement. Les coups de chaud de Devin Booker l'an dernier. Exactement, très excellent exemple où t'as pas un mec qui t'as Jamal Murray, mais en dehors de ça, puis quand même parier sur Jamal Murray qui run après run performe à ce niveau-là, je sais pas si c'est toujours très rassurant. Bon, Constant, le motif d'espoir, c'est un peu comme Boston, quoi. La flemme, quoi. Ouais, ils sont trop forts. Tout le reste. Voilà, c'est ça. Tout le reste. C'est tout ce qu'on n'a pas dit, quoi. Fais tout le reste. Enfin, vas-y, Constant. Très honnêtement, qu'est-ce que vous voulez dire? Genre, la théorie du meilleur joueur, ils l'ont. Dans le clutch, ils sont infects dans le clutch. Genre, ouais, je suis content. Genre, incroyable. OKC, c'est l'une des rares équipes qui a réussi à les battre dans le clutch cette saison. Chez eux en plus. Donc, c'est pour vous dire l'exploit. Et alors,
OKC a réussi à battre Denver chez eux dans le clutch avec Jamal Murray et Nikola Jokic. Donc là, alors là, on est sur un exploit retentissant parce que on n'en a pas parlé, mais le bilan des Nuggets lorsque Jamal Murray et Nikola Jokic jouent, c'est 43-13 cette saison. 43-13. Donc tu es sur le rythme de Boston globalement. 57, je crois, lorsque les deux jouent à la maison sur les 2 dernières saisons. Quelque chose dans le genre. J'ai vu la stat passer, je crois que c'est Matt Moore d'Hardwood Paroxys qui l'a tweeté. Non, en fait, c'est tout le reste. Dans le clutch, ils sont absolument injouables. L'exécution avec... En fait, c'est l'équipe qui a tu vois, tu parles... On a parlé tout au long de ces 19 épisodes, Ben. Dans des situations de clutch, eux, ils ont le go-to-move le plus létal. C'est-à-dire que quand il faut trouver une situation rémunératrice, pick and roll, Murray, Jokic, c'est eux qui... Enfin, personne n'a un système plus efficace qu'à plus prouvé sur la durée, sur les années, que l'implication de Murray, Jokic. Donc déjà, ils sont injouables sur ça. Encore une fois, théorie du meilleur joueur, et même la défense sur le point of attack, j'en ai un petit peu parlé, mais je trouve que KCP fait encore une année exceptionnelle, je me répète, mais en fait, ils sont capables de défendre tous les profils. C'est-à-dire que si tu es sur un grand ailier, comme on a pu voir face aux Suns l'an dernier, tu mets Aaron Gordon sur Kevin Durant. Si tu veux jouer un arrière qui est capable de porter la balle, type Shai Gilgeous-Alexander, type Luka Doncic, tu vas mettre KCP dessus. Donc, je trouve qu'ils ont vraiment cette capacité à... Défensivement, c'est une équipe qui n'était pas à ce niveau-là forcément sur les premières années, et qui là, depuis 2 ans, et surtout cette année, a des vraies séquences, a des vrais matchs où ils sont capables de faire des belles performances défensives malgré la présence de Nikola Jokic. Ce qui était un petit peu ce qu'on reprochait parfois à tort, c'était que ce Jokic était obligé de sortir du parquet sur certaines séquences défensives. Maintenant, tu n'es plus arrivé dans cette situation-là parce que les schémas sont mieux faits et parce que le personnel est encore meilleur autour d'eux. Puis, il y a ce truc de, comme tu l'as dit, pour aller dans ton sens, en vrai, pour moi, le seul profil, et c'est un profil qui pose problème à absolument toutes les équipes NBA, ça serait c'est le mec ultra fort sur le premier pas, qui a un premier pas. C'est peut-être ça qui pourrait techniquement leur poser problème, peut-être à KCP, c'est peut-être idéalement le seul. Et c'est un profil qui n'existe pas dans les équipes qui vont, contre lesquelles ils vont jouer pour le titre. Enfin, je pense même pas que le premier pas de SGA soit assez rapide pour être mis dans cette catégorie-là. Donc, tu as raison, ils peuvent défendre surtout. Aaron Gordon, en fait, je pense que moi, je trouve qu'on surestime pas de temps en temps, qu'on peut surestimer la défense collective des Nuggets, mais la défense individuelle d'Aaron Gordon, c'est un profil qui va être extrêmement embêtant. Encore une fois, on se projette, quels que soient les ailiers qui vont se mettre sur leur route, que ce soit Kawhi, que ce soit KD, que ce soit Jason Tatum, quel que soit l'ailier, le profil d'Aaron Gordon est problématique pour ces mecs-là. Enfin, Aaron Gordon, faut plus de l'avoir sur peut-être de la vitesse, et encore, c'est un joueur qui a de très bons mouvements latéraux. Donc, tu l'as dit, ils sont parfaits. Et le petit détail, moi, qui me terrifie encore plus, c'est que cette année, ils sont meilleurs à l'extérieur. Ils avaient eu un gros problème à gagner à l'extérieur la saison dernière, et j'entendais cette stat j'ai pas pu la placer. Tiens, comme quoi, faut savoir, faut être écologique, faut savoir recycler. Je devais la placer dans le podcast Bug, je l'ai pas fait. Depuis 1985, c'était dans le podcast de The Athletic de Alex Spears et Andrew Schleck. Ils avaient cherché les équipes en playoff qui arrivaient avec un bilan négatif à l'extérieur. Et Denver est la seule équipe de l'histoire à avoir gagné le titre en ayant un bilan à l'extérieur négatif sur la saison régulière. Cette année, leur bilan est positif. Donc, ils sont meilleurs à l'extérieur cette saison. Tout en étant toujours très, très, très difficile à aller chercher à Denver. Ils risquent d'avoir l'avantage du terrain une partie des playoffs. Peut-être pas on ne sait pas encore, mais ils l'auront pas contre Boston. Ça, c'est une certitude. Mais, voilà. c'est pas mal, quoi, comme tableau. C'est ça, c'est que tu as parlé c'est aussi pour ça que Denver a joué à tout prix le first seed lors du match face aux Wolves, alors qu'ils auraient très bien pu faire reposer tout le monde, hein, franchement. Mais c'est parce que Denver, l'an dernier, en playoff, ils perdent un match à domicile. C'est le Game 2 face à Miami. Et c'est un match où c'est un match un peu, on va dire, au niveau de l'adresse, ils mettent dedans, mais Miami aussi met dedans. Donc non. Et puis en plus, si tu arrives à jouer une finale... Enfin, si tu arrives à pousser Denver en 7, le match 7 en altitude est très difficile à jouer quand tu sors d'une série déjà usante physiquement. Parce que les Nuggets, on n'en parle pas non plus, mais c'est des oppositions physiques malgré tout. Que tu sois le défenseur qui doit défendre sur les post-up de Jokic, ou que tu sois un attaquant qui doit jouer face au jeu physique d'Aaron Gordon ou face au jeu
physique en défense de KCP, c'est des séries qui sont usantes physiquement pour l'adversaire. Et si en plus tu dois te retrouver à jouer un match 7 en altitude, c'est encore plus embêtant. Même si finalement, on peut se dire que la partie de tableau du 2-3 sera peut-être plus simple que la partie de tableau du premier. Mais je pense qu'ils sont arrivés à un point où ils veulent juste l'avantage du terrain, potentiellement jusqu'au moment où ils retrouveront peut-être Boston en finale NBA. Et après, l'opposition, ils s'en fichent un petit peu. Puis tu parlais de fatigue aussi, il y a la fatigue mentale d'avoir Jokic qui trouve des angles de passe de fou. Donc en fait, tu dois constamment être concentré défensivement. Et pour certaines équipes qui défendent de manière aléatoire en saison régulière, ça peut être compliqué d'être focus sur 7 matchs à très très haut niveau. Puis tu l'as dit, c'est une équipe qui est sous-estimée d'un point de vue extrêmement physique, mais physique plus dans le contact en fait. On parle pas d'eux comme d'une équipe physique, mais Aaron Gordon, enfin Jokic c'est un colosse, Aaron Gordon il envoie, Michael Porter, alors oui, il est moins dans le contact physique, mais c'est un mec qui est super grand en fait, Aaron Gordon, donc en fait même physiquement ils sont chiants, donc c'est vraiment une équipe, là c'est un motif d'espoir au pluriel, hein, parce que vraiment il y en a beaucoup, hein. J'ai commencé en faisant les Hawks et les Bulls, c'est plus simple tout à coup de trouver des motifs d'espoir. Enchaînons Constant avec le joueur clé, on va parler de Jamal Murray. Ah, ceux qui nous ont suivis pendant le DH20 le savent que Jamal Murray est pas un joueur clivant chez nous. Si, on peut dire que c'est un joueur clivant. Si. Non, il est clivant que chez moi. C'est-à-dire que vous êtes tous d'accord, il n'y a que moi dans mon coin qui est en train de dire, moi, Jamal Murray. Bon, voilà. Heureusement qu'Alain Guillot n'est pas. Heureusement qu'il n'a pas fait ce DH20 avec nous, Alain Guillot, parce que sinon, il nous aurait fait 25 minutes sur Jamal Murray. Mais force est de constater que sur les 2 campagnes de playoff où Jamal Murray est pas là, Denver passe un tour et encore, c'est les Blazers où il n'y a que Damien Lillard qui joue tout seul. Et puis après, ça se fait sweeper face aux Suns. Et je crois qu'ils perdent 4-1 face à Golden State l'année d'après. Alors l'avantage entre guillemets, c'est que 2021, ils perdent face aux finalistes, 2022, ils perdent face aux champions. Donc ils perdent pas forcément contre une équipe un peu en bois, mais toujours est-il que Jamal Murray, sur les 2 dernières campagnes de playoff qu'il a fait, finale de conf, champion, je suis pas, voilà, on en a parlé tout au long du DH20, moi je suis pas celui qui valorise le plus, on va dire, ce que fait Jamal Murray, parce que c'est du basket de playoff, parce qu'il y a quand même Nikola Jokic qui aide pas mal, même si, voilà, c'est mon point, pourquoi c'est le joueur à surveiller, c'est que si les minutes sans Jokic doivent bien se passer, ça passe par Jamal Murray. Et je pense que globalement, les quelques matchs où Denver a galéré, c'est les matchs où Murray n'était pas forcément impactant au scoring. Généralement, quand tu vois un Jokic, j'ai le souvenir du match 4 face aux Suns, où Jokic met 53 points, il me semble. Quand tu vois Jokic empiler les points, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que généralement, de l'autre côté, autour de lui, ça ne score pas forcément. Alors après, on peut demander aux Wolves. Il y a de ça 2 jours qu'on vu Jokic mettre 42 points à 16 sur 20 au tir. Ça s'est pas forcément très bien passé pour eux. Mais non, toujours est-il que pour moi, Jamal Murray, c'est un peu il doit être pas forcément au niveau de la bulle, parce que de toute façon, il retrouvera jamais ce niveau. Enfin, c'était un coup de chaud exceptionnel, mais au moins ce qu'il était l'an dernier. C'est-à-dire que Jamal Murray doit être au minimum le 3e meilleur joueur d'une série pour que les Nuggets aillent au bout. Hormis si tu joues 2 joueurs qui sont dans le top 10 du DH20, type les Suns, type les Lakers, où là, tu peux être potentiellement le 4e meilleur joueur. Mais si jamais dans l'équipe d'en face, tu as un joueur du DH20 et que de l'autre côté, enfin le 2e meilleur joueur de l'équipe adverse n'est pas un joueur du DH20, Jamal Murray doit être le 3e meilleur joueur pour moi de cette série, ce qu'il a toujours été. Et pour moi, il y a vraiment ce côté où son impact au scoring, encore plus avec l'absence de Bruce Brown, où tu n'as plus vraiment de créateur de tir, enfin, tu n'as plus vraiment de porteur de balles secondaire ou tertiaire. Si jamais tu décides de mettre, je sais pas, un Peyton Watson avec Jokic, etc., ce genre de minutes, le rôle qu'avait Bruce Brown, en gros, je trouve que Murray est très important. Et puis, encore une fois, dans les espaces que sont créés par Jokic, dans l'implication de Jokic avec le pick and roll, Jamal Murray, Jokic en fin de match, comme on en a parlé, moi, il a un rôle quand même non négligeable à jouer, d'autant plus que, comme on l'a dit en préambule, la concurrence s'est renforcée. Donc, je pense que Denver aura tout autant besoin de l'apport de Jamal Murray cette année que l'an dernier, où on va pas se mentir, ils sont champions avec une bonne marche quand même. Ouais, ça, il faut être honnête. D'un côté, il faut mettre en avant le fait que le run a été accessible. Ils ont joué des équipes. Globalement, ils n'ont pas eu des grosses équipes à jouer, mais de l'autre, ils avaient une énorme marge sur les équipes qu'ils ont joué aussi. Il fallait le dire. Grâce à un Jamal Murray, tu l'as dit. Jamal Murray, il doit. De toute façon, les fois où
comme tu l'as dit, hein, les fois où Denver fait un run en playoff, bah, c'est quand Jamal Murray toque à la porte du DH20 ou s'inscrit dedans. C'est le niveau qu'il doit avoir et c'est là où il doit surtout s'inscrire. Et je suis vraiment d'accord avec toi. Il faut insister sur le fait que c'est peut-être la campagne où il a le plus de responsabilités sur les minutes sans Jokic, vraiment point de vue playmaking et point de vue scoring. À voir, parce que il aura à faire ça contre des équipes qui sont meilleures que celles qu'il a jouées dans la précédente campagne, même si tu peux défendre le fait que c'était les Clippers de Doc Rivers. Donc peut-être que voilà dans la bulle, mais autrement, par rapport à Jamal Murray aussi, en plus de cette opposition qui sera peut-être un peu plus relevée, moi ce que je veux vraiment mettre en avant, j'en avais parlé un peu en off, mais c'est sa capacité à défendre si il joue des équipes qui vont peut-être essayer de le harceler sur le pick and roll, à voir. Moi je pense à un éventuel duel face aux Clippers où on peut penser ce qu'on veut de James Harden, mais c'est un joueur qui peut manipuler sur le pick and roll et à voir comment va réagir Jamal Murray, parce que ça reste la roue de secours de pas mal d'équipes. Hein. Il y a beaucoup d'équipes qui se disent que c'est là, ce qu'il faut faire, c'est les mettre sur le pick and roll H24 et essayer de trouver la solution. Résultat, ça dépend, pas souvent, c'est pas souvent concluant, mais à voir. Je pense que c'est le joueur clé, clairement, parce que vu le niveau de Jokic, s'il fait une campagne de playoff sensiblement, s'il fait la même campagne de playoff que la saison dernière, ils sont champions. Ah, voilà. Je pense qu'ils sont champions, clairement. Oui, s'il fait la même campagne de playoff, c'est-à-dire meilleur joueur du monde et tout seul dans sa galaxie, oui, effectivement, ça va être très difficile. Mais c'est pour ça peut faire une transition toute trouvée, que si on classe potentiellement les équipes qui peuvent, sur un accident, sortir les Nuggets de la conférence Ouest, pour moi, il y a potentiellement un joueur qui est capable d'être dans la galaxie Jokic. Donc, pour toi, les Mavs, oh là, quelle ironie, la seule équipe qu'on n'a pas fait. les Mavs, c'est le plus grand danger on est quel jour là? Je suis perdu dans l'espace-temps. On est le 12 avril. Au 12 avril, c'est le plus grand danger pour les Nuggets, les Mavs. En fait, le truc, c'est que on en a parlé en off. Pour moi, les équipes qui auraient pu, et je dis bien auraient pu, c'est-à-dire que peu importe le moment dans lequel on s'est trouvé durant la saison régulière, j'ai pas douté un seul instant de la capacité des Nuggets à être champions. C'est-à-dire que en janvier, je pensais qu'ils allaient être champions. Là, je pense toujours qu'ils seront champions. Et je pense même que je suis peut-être de toute la team de Kebdo, je suis peut-être celui qui est le plus confiant sur la capacité à aller au bout. Je trouve qu'en fait, les équipes qui auraient potentiellement pu les sortir, c'est les Clippers de janvier et de février, les Wolves du début de saison, le Thunder du mois de décembre. Et en fait, ils retrouveront jamais ces équipes-là. Ces équipes-là, elles ont atteint leur pic à un moment dans la saison régulière qu'ils n'ont plus en arrivant en playoff, là où j'ai l'impression que Denver a atteint son pic. En fait, le niveau affiché par les Nuggets actuellement est leur meilleur niveau de toute la saison régulière. C'est ça déjà un premier point qui m'embête. Et du coup, ça m'amène au point Dallas. Alors oui, Dallas va avoir énormément de problèmes, notamment défensivement, parce que voilà, Daniel Gafford est vendu un petit peu. Moi, j'aime bien ce qu'il montre du côté de Dallas, même défensivement. Je l'attendais pas forcément à ce niveau, mais il a un peu vendu. On va dire que le packaging est très bien vendu de Daniel Gafford. Comme depuis toujours, Daniel Gafford. Ça fait depuis qu'il est en NBA, mais bref, passons. Ouais, bon. Toujours est-il que la variance des 3 points, on en a parlé. Dallas, c'est une équipe qui prend énormément de 3 points. C'est la deuxième équipe qui en prend le plus, il me semble, derrière Boston au niveau de la fréquence. Donc il y a ça. Oui, c'est ça, ils sont deuxième. Il y a le niveau de Kyrie Irving qui est largement capable d'outmatcher Jamal Murray sur une confrontation de playoff si on a le Kyrie Irving qu'on voit cette saison-là. Et je pense que Luka Doncic, alors là pour le coup on n'est pas sur du statistique, on est purement sur du ressenti. Je pense que Luka Doncic est le seul joueur de la ligue qui a le rendement, et surtout là en ce moment où il rentre tous ses pull-ups à 3 points, où il a un niveau de shot-making qui est absolument hallucinant. Je pense que c'est le seul, je dis pas qu'il va le faire, je dis pas que ça va arriver, mais je pense que c'est le seul de la ligue qui est capable sur une série de playoffs d'être au moins de tenir la comparaison face à Jokic. Là où je trouve que Kawhi Leonard, la santé, déjà, là, il a loupé les 7 derniers matchs, donc on ne sait pas comment ça va se passer. Les Suns, il y a trop de trous dans leur effectif, et même on a vu l'an dernier, alors oui, l'effectif était peut-être un peu moins fort, enfin, l'effectif était sûrement moins fort l'an dernier, mais un Devin Booker qui jouait, franchement, sur les 4 premiers matchs de la série comme le meilleur joueur du monde, ça n'a pas suffi. Après, les Wolves et OKC, que ce soit Shai Gilgeous-Alexander ou Anthony Edwards,
jamais ils pourront tenir la comparaison face à Nikola Jokic. Donc pour moi, dans la conférence Ouest, c'est soit le rendement offensif des Clippers sur janvier-février où ils retrouvent une espèce d'ultra efficacité sur toutes leurs isolations. Norman Powell, il remet tous ses 3 points dans les corners, etc. Ou alors c'est Dallas qui, sur 2 semaines, la fréquence à 3 points explose, Kyrie Irving est le 3e meilleur joueur de la série, et Luka Doncic tient la comparaison. Et les minutes potentiellement que tu peux avoir où c'est Luka et Jokic off et où c'est Kyrie et Jamal Murray qui initient des deux côtés, peuvent être remportés du côté de Dallas. C'est là où mon espoir, et j'aime vraiment bien le fait que tu tournes cette conversation sur l'aspect offensif, parce que j'ai ras-le-bol des débats où on nous explique comment arrêter Jokic. Tu arrêtes pas Jokic, tu arrêtes pas cette attaque de Denver, t'espères qu'ils mettent pas leur tir, et puis voilà. Enfin, globalement, ça fait 2 ans, on arrête les gars. Moi, je pense, comme tu l'as dit, quand j'essaye de classer les équipes qui pourraient potentiellement sortir Denver, même si Denver, je suis d'accord avec toi, entame les playoffs comme le favori à l'Ouest, pour moi, ta capacité à atomiser les Nuggets sur les minutes sans Jokic sont les plus importantes. Donc ma théorie, moi, c'est qui a la meilleure possibilité de profiter de ces minutes sans Jokic. Je suis d'accord avec le cas Dallas. On en parlait en off en vrai, on aurait dû enregistrer nos offs sur les 2 derniers jours. Bref, on en parlait en off avec Amine hier après le podcast Bucks. Moi, la théorie Clippers, en réécoutant, en faisant le montage de tous les épisodes de la série, je pense que Sixers, mais ça compte pas parce que bref, ça a changé le contexte depuis. Et les Clippers, c'est vraiment l'épisode que je regrette le plus parce que je pense que oui, c'est de la théorie. On vit à Theoryland, mais c'est une équipe qui peut clairement, sur les minutes sans Jokic, détruire le 5 remplaçant de Denver, et sur les minutes avec Jokic, perdre ces minutes-là, parce que tu vas probablement les perdre, mais pas les perdre de trop. Alors, je suis d'accord avec toi, ils n'arrivent pas en forme. J'arrive plus à parler. Kawhi a raté ses 7 derniers matchs. Et comme d'habitude avec les Clippers, la communication est tellement nébuleuse que moi, je serais terrifié si j'étais fan des Clippers. Et clairement, le premier tour face aux Mavs actuellement, ils gagnent 2 matchs, même peut-être 1 si Kawhi n'est pas là, vu ce que les autres font en ce moment. Je pense qu'ils se font atomiser. Oui. Donc, à voir. Moi, limite, à la place de Denver, je serais bien content que ce premier tour soit Dallas Clippers, justement. Parce que tu as un sacré caillou dans la botte qui s'efface. Pour le reste, sans te paraphraser, je suis d'accord avec toi. Minnesota, pour moi, c'est une équipe qui leur poserait problème, mais c'est une équipe qui en aucun cas pourrait gagner. Je sais pas si c'est clair. C'est-à-dire qu'ils pourraient faire une série où ils gagnent 4-1, mais les 5 matchs auraient été chiants pour eux. Là où une série genre à l'inverse d'une série contre les Suns, où je peux imaginer un 4-2, mais les Suns se font blowout dans 3 des 6 matchs, en fait, globalement. Ce qui s'est passé l'an dernier. Ce qui s'est passé l'an dernier, où le shot-making les sauve sur 2, quoi. Donc, je suis assez d'accord avec Dallas et les Clippers, personnellement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Constant, ou est-ce qu'on peut, juste ma petite question, parce qu'en gros, c'était la question qu'on se posait tous hier, est-ce que ce sont les Nuggets les favoris, ou est-ce que ce sont les Celtics les favoris? Pour moi. Ouais, pour toi. Ah non, les Nuggets. Alors là, mais dans la conf, j'ai vu ça disait du 40-45. Il me semble que Tom sur l'épisode sur les Celtics a dit que c'était 51-49 en cas de finale entre Denver et Boston. Non, pour moi c'est 65-35. C'est-à-dire, je vais même faire le pourcentage, c'est-à-dire que pour moi, tu as 95% de chance, voire même 99%, que le champion soit Boston, soit Denver. Je ne vois pas quelle autre équipe est capable soit de rester en santé suffisamment longtemps pour être champion. Coucou Milwaukee, coucou les Clippers, coucou les Suns aussi potentiellement. Ou je ne vois pas d'équipe suffisamment forte pour soit sortir les Clippers, soit sortir les Nuggets justement, et sortir Boston. C'est-à-dire que pour moi, c'est improbable que tu te retrouves avec une finale NBA où tu n'as aucune des deux équipes. Qu'il y en ait une qui soit potentiellement pas là, c'est possible. C'est possible. On a vu ce qui s'est passé l'an dernier avec Heat, etc. Mais qui est une finale NBA où tu as une équipe qui sort les Clippers. Je sais pas ce que j'ai avec les Clippers, mais qui sort les Nuggets, qui arrive en finale et où c'est pas Boston, ou inversement une équipe de l'Est qui sort Boston et qui arrive en finale et qui voit que c'est pas les Nuggets. Pour moi, ça me paraît improbable.
Donc, non, pour moi, c'est 65-35. Ça vient aussi de ma certaine méfiance que j'ai envers ces Celtics. La méfiance envers Jason Tatum, la théorie du meilleur joueur, la méfiance envers Jrue Holiday qui a bien choisi son moment pour avoir sa petite extension, je pense, juste avant Oh les là là, playoffs, mais c'est pas mal. alors que c'est vraiment un joueur qui a... Bref, je défends souvent Giannis, mais si Giannis faut le défendre, c'est parce que Jrue Holiday en playoff, bref. Non, On mais n'en a pas parlé hier, je m'en suis voulu au montage. Bref. toujours est-il que, ouais, pour moi, c'est du 65-35, tellement je trouve que ces Nuggets ont la sérénité, le passif, c'est-à-dire que c'est eux qui ont le plus de points, hormis les rotations, tu vois, sur le banc, c'est eux qui ont le plus de go-to-move. Encore une fois, le pick and roll Murray-Jokic, tu peux l'utiliser premier, deuxième, troisième, quatrième quart, il sera toujours aussi efficace. Donc voilà, pour moi, et même sur l'adresse à 3 points, Jokic est tellement un créateur de génie qu'il arrivera à faire fonctionner des 5 où ça pourra manquer de spacing avec Peyton Watson qui a mis 2 de ses 40 dernières tentatives à 3 points, avec Christian Morant qui est pas un gros tireur à 3 points aussi au niveau du volume. Donc ouais, pour moi, je vois très sincèrement, je vois pas un monde, enfin, ce monde existe, ça existe toujours, mais pour moi, il faudrait quand même, hormis blessure, faudrait un gros upset. Je serais très surpris si Denver fait pas le back-to-back. Alors, perso, c'est bien que... Pour m'éclairer un peu, c'est bien oh là là, j'arrive plus à parler, c'est une catastrophe. C'est vraiment très agréable d'avoir pu faire tous ces épisodes et de les avoir écoutés. J'espère que ça a été le cas pour les auditeurs aussi. C'est parce que ça m'a permis d'avoir une vision beaucoup plus claire de ce qui va arriver avant les playoffs. J'affirmais depuis des semaines que je ne comprenais pas pourquoi... enfin, je vais le dire autrement. Pour moi, cette espèce de statut d'ultra hyper favori qu'on donne d'un côté aux Celtics à l'est et aux Nuggets à l'ouest ne se justifiait pas parce qu'on n'était pas face à des équipes historiques comme les Cavs et les Warriors d'il y a quelques années. Cependant, au vu de toutes les previews que j'ai pu faire et de celles que même moi j'ai fait personnellement en analysant l'équipe, ça soit du coup avec Milwaukee ou Minnesota, parce qu'en soi, en fait, j'ai eu deux grosses équipes, entre guillemets, parmi les deux conférences. Je suis d'accord avec toi, Constant. Je serais très surpris. Il y a un monde où il y a une des deux qui saute, parce que bon, sauf blessure, etc., il y a un monde, peut-être, il est très très improbable, mais oui, j'imagine pas une finale sans une des deux. Je mettrai quand même un point assez important. J'ai vu cette stat passer cette nuit et j'ai trouvé ça très intéressant. Sur les 4 dernières saisons, le favori à l'entame des playoffs à Vegas est même pas arrivé en finale NBA. Donc, à voir. Je sais pas ce que ça veut dire pour Boston. Et ma petite crainte vis-à-vis de Denver, c'est que l'Ouest est très 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 relevé cette année. C'est-à-dire que je pense que au final, c'est une meilleure équipe que Boston, je pense. Si tu me donnes si demain ils jouent 7 matchs, je donne Denver, mais la route sera peut-être tellement compliquée pour y accéder là où, on l'a dit hier ou avant-hier, Boston, il y a un monde où ils perdent 2 matchs ou 3 avant les finales de conf, avant les finales NBA, pardon. Tu sous-estimes la capacité de Boston à se compliquer la vie. Alors, j'ose espérer alors, je vais le dire autrement. Si ils nous font encore le coup cette année à se faire des séries en 6 alors qu'ils doivent les terminer en 4 ou en 5, ils perdent les finales NBA. C'est évident. Ça doit être l'année où ils marchent sur l'Est. Au final, on en est au 19e épisode. Je donnerai quand même Denver. Alors, je pense que Denver va gagner, mais pour moi, c'est du 50-50. Vraiment. D'un jour à l'autre, je change d'avis. Bref, Constant, on a terminé, bravo. Alors, on a à moitié terminé, on vous l'a dit, on ne sait pas s'il y aura l'épisode Mavs ou pas, on ne sait pas comment ça va se passer. En tout cas, moi, je vais faire c'est pas du tout le verbe que j'aurais dû utiliser, je suis beaucoup trop fatigué. Je vais en tout cas remercier l'intégralité des auditeurs parce que vous avez été énormément à nous écouter. Je ferai le compte-rendu des stats à la fin, mais sans aucun doute, c'est les 20 derniers jours les plus écoutés de l'histoire de Dunk Hebdo et largement, enfin, ça aurait été limite le mois le plus écouté si on avait démarré en avril alors qu'on en est qu'au 12. Enfin, c'est vraiment, on a eu beaucoup de succès sur cette série, donc on vous remercie. Je vous remercie personnellement aussi pour tous les commentaires qu'on a eus. Même quand vous faites des commentaires très longs, on les lit, hein, c'est juste que personnellement, j'arrive pas à tout répondre en ce moment, mais je vous ai promis en intro de le faire. Et puis, merci à l'équipe, les gars, parce que je trouve que, alors, je leur ai déjà dit bravo dans la conversation, mais je me dois de le faire
vocalement dans le podcast, je trouve qu'on a livré vraiment, et on s'envoie rarement des fleurs, mais on a vraiment livré un contenu de qualité pendant 19 jours de suite. Donc ça, je dois leur dire bravo. Ils disent toujours à Ben, blablabla, tu fais les trucs, mais moi, je suis juste un exécutant. Donc je leur dis bravo parce que ils ont quand même bien bossé les équipes, et enfin quand on entend certaines des perfs, Constant sur les pelles, c'est d'ailleurs qui est l'épisode le plus écouté sur YouTube de la série, sur les pelles, c'est fascinant, et je pense que ça fait du bien à certaines fanbases d'avoir un contenu un peu plus centré sur elle, parce que les previews playoffs, je sais pas s'il y a une preview, s'il y a un affrontement des Pels, très souvent on passera 70% du temps sur l'équipe qui va affronter des Pels et 30% sur les Pels. Donc j'ai vraiment été fier de porter ce projet. C'était complètement fou. Je veux 3 semaines de vacances maintenant, je vous avoue. Mais en tout cas, on vous remercie beaucoup. Ouais, il y a les playoffs. Enfin, je pense que là, oui, par rapport à la suite des événements, est-ce qu'il y aura un épisode de ce week-end? Je sais pas, je vais être très honnête. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés pendant ces 20 jours. On vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à aller écouter les épisodes, tous les épisodes, et peut-être à recommencer par le début si vous venez d'arriver à la fin, parce que les épisodes publiés au début sont à propos d'équipes qui vont sûrement pas être là dans 3 semaines. On pense à Chicago, on pense à Atlanta, ou même dans une semaine. Dans une semaine. Dans 5 jours, ils sont plus là, globalement. Donc, Et puis si même vous les avez un long Warriors voyage, qui ont été faits. ouais. Allez, attention les Warriors. Récemment. Ils remontent les Warriors, tu vois, on sait jamais, parce que là c'est tellement serré entre les Kings, les Lakers et les Warriors. Par contre, si vous avez une longue balade en forêt à faire, vous mettez l'épisode d'OKC, vous aurez fini votre balade, il sera toujours pas terminé. Donc, profitez. Non, mais il faut, on a vu vos, comment dire, dernière chose vis-à-vis de ça, c'est la fin du marathon, donc là je m'en fous du chrono. Par rapport à ça, je dirais toujours que personnellement, on a une volonté. C'est la mienne, et je pense que Adrien souscrit à ça. De toute façon, Adrien, c'est le goût de la présentation. Nous, on laissera toujours parler les gens. On coupe rarement, en fait, dans Dunk Hebdo. Je pense que c'est une philosophie dans notre manière de faire. On va rarement couper parce que on a la chance d'avoir notre média et on a la chance de pouvoir faire ce qu'on veut dedans. Donc, je veux pas que ça ressemble à un débat sur RMC. Donc, oui, certains ont pu dire que Constant était trop long. Moi, personnellement, j'ai appris plus de choses. J'ai appris plein de choses sur OKC dans cet épisode-là. Donc, effectivement, je ne couperai pas, si c'était à refaire, je ne couperai pas le mini-go de Constant. En tout cas, je ne veux pas passer l'heure 2 fois dessus. Je veux pas. 2 Constants dans un podcast, ça serait pas mal ça. Un doppelganger. Oh non, oh quelle horreur! Oh l'horreur absolue! Oh le podcast avec que des mecs qui font des tunnels, les gens se coupent, il y aurait pas de fil conducteur, il y aurait rien. Non, faites pas ça. Pour ça que je présenterai jamais, les gars, à Dunk Hebdo. Moi, je suis incapable de faire ça. Non. Tirer la couverture, je sais faire que ça. Je suis comme Russell Westbrook, je le garde. Enfin bref, merci pour tout. On se retrouve très très vite parce qu'il va falloir parler du play-in et plein d'autres choses. Et puis bon play-off, parce que quand vous écoutez ça, la saison NBA est en train de se terminer. Le play-in. Alors moi j'ai dit le play-in au singulier tout le long. Je persiste à dire qu'il faut dire le play-in. Le play-in, parce que c'est le tournoi du play-in. Bref, le play-in, les play-offs vont débuter. Donc on se retrouve très vite. Salut. Salut.